Bonjour, je m'appelle Philippe Bobola et j'aimerais interroger Jean-Pierre sur la MHD, qui est une de ses spécialités. Alors, moi j'ai un parcours pluridisciplinaire, mais ce qui nous relie avec Jean-Pierre, c'est une curiosité. Voilà. Bien, Philippe vient d'employer un acronyme MHD. Là, il faut expliquer ça. Et je crois que la meilleure façon d'introduire ça, c'est de se référer au discours de 2018 de Vladimir Poutine, qui à un moment explique que la Russie a des armes hypersoniques. Et il cite plusieurs engins, en particulier le missile Kinjal, qui arrive à évoluer à Mach 10 en air dense qui a 2000 km de portée, et puis l'engin avant-garde qui lui circule à 20 fois la vitesse du son. Donc là, ça pose un problème. Comment fait-on pour se déplacer à des vitesses pareilles? On va peut-être revenir à la base. La vitesse du son dans l'air, c'est 340 mètres par seconde. Mhm. Donc tout objet qui va se déplacer va être soumis à des forces de friction. Il y a aussi des conséquences d'élévation de température. Et donc, c'est des difficultés. Donc, tout le monde a fait l'expérience. Quand on est dans l'eau, on a une force de friction. Un objet va avoir une force de friction, l'air aussi. Donc, ce qu'on appelle les différentes catégories, Mach 1, Mach 2, Mach 3, Mach 10, Mach 20, c'est la comparaison entre une vitesse locale et par rapport à la vitesse du son. Mhm. Alors on peut avoir des déplacements subsoniques qui sont inférieurs à la vitesse du son, ou à la vitesse du son, ou supérieurs à la vitesse du son. Et là, tu introduis deux notions, hypersonique et supersonique. Mais je vais tout de suite rebondir sur le mot traînée de friction. Oui. Parce que justement, quand on se déplace en supersonique, il n'y a plus que la traînée de friction. Il y a aussi ce qu'on appelle la traînée d'onde. Alors effectivement, on pourrait dire, mais qu'est-ce que c'est que la traînée? La traînée, un objet se déplace dans un fluide avec des molécules. Ces molécules, par rapport à lui, sont immobiles. Et tout d'un coup, il va les pousser. Et alors, effectivement, en les poussant, soit elles arrivent à passer sur le côté sans interaction, Mmh. mais en général, il va leur communiquer une vitesse. Et cette vitesse, elle va être résiduelle. Par exemple, il y aura des tourbillons derrière. C'est ça. Quand vous êtes dans un port, vous avez un bateau qui se trouve à quai, si vous le poussez, il va pousser l'eau aussi, et l'eau va réagir, et Mmh. il y aura une dissipation d'énergie. Bon, quand on est en supersonique, la faculté qu'a l'engin de se déplacer est terriblement diminuée, au sens que lorsqu'il veut s'avancer, les molécules d'air n'ont pas le temps de s'écarter. Mmh. Donc il leur communique une énergie, et ça va créer une traînée d'onde considérable. Par exemple, quand on voit un engin comme Concorde, la moitié de sa traînée, c'était la traînée d'onde déjà. Mmh. C'est pas seulement la traînée de friction. Pour les autres avions, c'est la traînée de frottement. Mais là, c'est plus que la traînée de frottement. Et alors, cette traînée de frottement, d'onde, elle augmente suivant le carré d'une onde de Mach. Et à ce moment-là, il faut fournir des énergies absolument considérables pour avancer. Donc, ça explique la puissance phénoménale des avions espions avec des réacteurs qui ont des poussées considérables. Mais après, la seconde barrière, c'est la barrière thermique. Mmh. C'est-à-dire que lorsqu'on pousse l'air devant soi, on le comprime. C'est un peu comme ce qui se passe quand on utilise sa pompe à bicyclette. Quand on comprime l'air, il s'échauffe. Et là, quand on comprime l'air devant, il s'échauffe aussi. On a une température d'arrêt. Alors, cette température d'arrêt, elle est de 157 degrés pour Concorde, c'est-à-dire que le bout du nez de Concorde était à 150, 180 degrés. Les bords d'attaque aussi étaient chauds, mais après, la traînée de frottement fait que l'ensemble de l'appareil circulait avec une paroi qui était de l'ordre de 100 degrés. C'est quand même énorme. Et alors, là où ça devient plus compliqué, c'est lorsqu'on prend l'avion espion américain, là, les températures sont entre 250 et 300 degrés. Et moi, je citais un exemple, par exemple, c'est que le pilote de l'avion espion, il a comme un vol qui dure plusieurs heures. Bon, il ne peut pas toucher les vitres de son cockpit, parce que les vitres sont à 300 degrés.
Et l'anecdote, c'est que ces gens-là, quand ils ont un vol de 4 ou 5 heures, quelquefois ils ont envie de casser la croûte, et bien les types disaient, on emmène des croque-monsieur et on les met contre la vitre pour les chauffer. Voilà, c'est tout. Et le pilote a une combinaison réfrigérée, et on utilise comme réfrigérant simplement le carburant qui circule, quoi. Bon, mais je veux dire qu'il y a des tas de parties du cockpit qu'il ne peut pas toucher, c'est trop chaud, quoi. Alors tout ça, c'est du domaine des 250-330 degrés. Et déjà, ces températures sont trop élevées pour qu'on puisse construire un engin avec des alliages légers, comme était fait Concorde. C'est vraiment 200 degrés, c'est le maximum. Donc là, on a été obligé d'utiliser du titane. Mais alors, après, au-delà de ce Mach 3, commence l'hypersonique. Et on a une première frange jusqu'à 5, Mach 5, Mach 6, disons jusqu'à 6000 km/h, où les températures qui se manifestent peuvent être encaissées par les matériaux dont on dispose. Mais après, disons, entre Mach 6 et puis au-delà, Mach 10, là, il y a un problème. Et à ce moment-là, la question, c'est comment font les Russes? Alors, on va faire un petit résumé pour que ça soit bien clair pour nos auditeurs. Quand on se déplace dans un fluide, on appelle ça la mécanique des fluides. Bon, alors là, on l'a pas défini. La MHD, c'est la propulsion magnéto-hydrodynamique, donc il y a une notion de champ magnétique. Mais quand on se déplace, il y a la force de friction et la traînée d'onde. Et on a donc des limitations dans le déplacement, des effets de température qui font que, d'un point de vue théorique, on arrive à des limites, évidemment. Donc on distingue le déplacement supersonique jusqu'à Mach 3, et au-delà de Mach 3, c'est hypersonique. Donc les Mach 20 et les Mach 10, ça paraît science-fictionnel. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui t'interpellent en disant c'est pas possible. Oui. Ben oui, par exemple, je crois que c'est en 2020 ou 21, je m'en rappelle plus. Oui, en 2021, il y a un long article qui est sorti dans Scientific American, qui est quand même la revue de vulgarisation standard de référence aux États-Unis. C'était écrit par deux ingénieurs, deux spécialistes de mécanique des fluides, qui s'axaient entièrement sur une mécanique des fluides classique. Il n'y a pas un mot sur la MHD. Et ils disent simplement que les effets d'annonce faits par les Russes à propos de leurs hypersoniques, ça ne peut pas marcher. Et cet article a été traduit en français et publié dans la revue pour la science, intégralement. Alors moi, j'ai fait un contre-article de même volume, illustré, que j'ai envoyé à Syndic American et à Pour la Science, en disant pourquoi ne pas publier ça? Bon, mais il y a une chose, c'est que Pour la Science ne m'a jamais répondu depuis 20 ou 30 ans, quoi. Je ne m'attendais pas à avoir une réponse. Je me rappelle d'ailleurs une chose, c'est qu'une année, j'avais sorti un article sur la Z-Machine dans la revue du Palais de la Découverte. Il y avait un gars très sympathique, qui avait une petite revue comme ça, assez confidentielle, donc j'avais sorti un article là-dedans. Et ensuite, ce gars-là va à une réunion qui réunissait l'ensemble des rédacteurs en chef et des collaborateurs des grandes revues de vulgarisation. Et là, il tombe sur le représentant Pour la Science qui s'appelait Hervé Tiss. Et Hervé Tiss lui dit, mais comment as-tu fait pour sortir cet article de petite interview? Tu sais bien que nous avons consigne de lui fermer nos colonnes. Et là, ce type-là m'a dit, je ne pensais pas que c'était à ce point. C'est vrai. Donc, autrement dit, Pour la Science et toutes les revues de vulgarisation, stop, vous ne publiez rien, Jean-Pierre Petit. Je fais que cet article sur la MHD qui est logique, qui est bien fichu, illustré, vous ne le verrez jamais. Hervé Tiss, c'est un physico-chimiste, c'est un spécialiste de la cuisine moléculaire. Voilà. Donc, voilà. Alors, c'est intéressant parce que tu avais sorti en 83, je crois, Le Mur du Silence. Oui. C'est-à-dire que... Il y a 39 ans. Voilà. On rentre dans le domaine militaire. Et on a l'impression qu'il y a deux types de sciences. Il y a la science qui est récompensée par les prix Nobel, et puis il y a une autre science plus opérative, plus efficiente, qui est parfois hors piste par rapport à la science officielle, et qui rend possible des choses que l'autre science ne voit pas, comme si on était schizophrène. Alors, effectivement, pour aller à des vitesses super ou surtout hypersoniques, qu'est-ce qu'il faut ajouter? C'est tout le génie de la MHD. Ben, il faut ramer. Il faut organiser. Voilà, il faut agir sur les molécules d'air avec des forces électromagnétiques. Alors pour qu'elles soient sensibles à ces forces, il faut que le fluide soit ionisé.
Mhm. Alors c'est très commode parce qu'en très haute altitude, il est facile à ioniser, Oui. basse pression, voilà. Sinon, pour le missile Kijal, je ne sais pas très bien comment ça doit se Alors, passer. ioniser, ça veut dire que les atomes ou les molécules perdent des électrons. Mais oui, à ce moment-là, il y a... Et à ce moment-là, on a un gaz particulier qu'on appelle un plasma. Exactement. Et Alors on donc, a, c'était une de tes spécialités. bien sûr, plasma, toute catégorie. Il Et n'y a, comme, il y a pas de physique des plasmas en France, ça n'existe pas maintenant. On ne peut pas dire qu'il y ait des spécialistes. non, il n'y a pas d'école en tout cas. Non, non, il n'y a rien. Donc, la MHD, c'est une façon d'organiser le milieu. Donc, tout le monde peut comprendre qu'un profil aérodynamique facilite le déplacement, mais si on arrive à préparer le milieu, et ben à ce moment-là, on peut augmenter la vitesse de déplacement, limiter les forces de friction et les traînées d'ondes, et donc atteindre des Mach 10, Mach 20, Mhm. et qu'annonce Poutine. Alors il y a une chose, si vous voulez, c'est que toutes ces connaissances, il serait bon qu'elles soient enseignées. Hmm. Alors moi, je suis personnellement issu de l'école nationale supérieure d'aéronautique qui à l'époque était à Paris, maintenant elle est à Toulouse, quoi. Bon, eh bien, il y a quelque chose comme 25 ans, les étudiants de Super-Héros ont pris contact avec moi en disant est-ce que vous ne pourriez pas venir nous faire un exposé à l'école, à Toulouse. Alors j'ai dit moi je veux bien, mais j'aimerais bien être invité par l'école, pas seulement par les étudiants. Alors les étudiants ont fait la guerre à leur direction. Finalement, les étudiants m'ont dit ça va, ça marche, on a réussi à convaincre ça. Pour que je puisse être invité là-bas, il faut qu'il y ait un prof dans la spécialité qui m'invite. Donc leur professeur d'aérodynamique m'a envoyé un mail en me demandant si je ne pourrais pas venir faire une conférence. Très bien. Alors la date est prise. Ensuite, les étudiants me disent oh, ce serait bien que vous arriviez dans l'après-midi assez tôt parce qu'il y aura tous les enseignants, il y aura tous les chercheurs et tout ça, etc. Donc effectivement, avec un ami, on vient en voiture et on arrive, je sais pas, à 2 heures de l'après-midi. Et à l'école, à Toulouse, tous les bureaux sont fermés. Tout le monde a foutu le camp. La direction et l'école, ils se sont évaporés complètement. Bon. Alors, ma foi, et en particulier, le professeur qui était censé m'inviter n'est pas là non plus, quoi. Alors, arrive le dîner, parce que c'était après le dîner. Et au dîner, il était prévu que nous dînions dans la salle pour les VIP, avec la nappe blanche, les bouteilles de vin et tout ça. Et il y avait des tas d'assiettes qui avaient été installées. Et il devait y avoir des représentants de la direction et des enseignants. Non, non, j'étais seul avec les étudiants. Alors on mange, après on va dans l'amphithéâtre bourré à craquer parce qu'il y avait les 3 promotions de super-héros qui étaient venues, presque les gens étaient entassés les uns sur les autres, personne pour me présenter, je fais mon exposé, et je dis à la fin aux étudiants, écoutez, il y a une chose que je dois vous dire, c'est que c'est la première fois que je viens à l'école pour faire une conférence, mais c'est la dernière aussi, vous ne me verrez plus. Et à ce moment-là, ma foi, ils ont protesté auprès de leur professeur d'aérodynamique, je ne me rappelle plus comment il s'appelait, et voilà ce qu'il leur a raconté, c'est qu'il était rentré tôt chez lui, et tout d'un coup sa femme lui a dit, mais est-ce que ce soir tu n'as pas une conférence d'un quelqu'un qui doit faire quelque chose? Ah, il avait oublié. Alors il est revenu à l'école précipitamment, et à ce moment-là, comme l'amphi était plein, il est rentré par la porte du fond, il s'est mis tout à fait derrière, il a vu qu'il y avait un monde fou, et puis après la conférence, comme j'étais assailli par les étudiants, il n'a pas voulu me déranger, quoi. Voilà, c'est extraordinaire, voilà. Bon, alors, simplement, il y a 25 ans, la conclusion aurait dû être Monsieur Petit doit faire des cours de MHD à l'école, c'est évident. Donc ça ne s'est pas fait et ça ne se fera pas, il n'y en a pas, c'est tout. Alors, on va introduire une unité, c'est l'unité de dérangeabilité. Alors, effectivement, tu as quand même un degré de dérangeabilité parce que tu as une grande créativité et surtout, tu as compris que si on veut explorer l'avenir, il faut sortir des sentiers battus. Donc, on pourrait te qualifier de chercheur hors piste. Complètement, il faut être rempli. Mais je veux dire, une année, j'avais été convoqué par la direction générale du CNRS et le représentant de mon département des sciences de l'univers avait dit oui, parce que quand j'avais sorti le livre Enquête sur les extraterrestres qui sont déjà parmi nous, j'avais reçu un télégramme en disant suite à la publication d'un ouvrage à fort impact médiatique, vous êtes pris de nous vous présenter à nos services de toute urgence. Bon, alors j'ai pris l'avion, le train, je suis allé à Paris. Puis je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont me foutre à la porte. Donc, j'ai été reçu à la direction générale du CNRS, et là, toutes les secrétaires, tous les personnels techniques étaient en train de lire mon bouquin. Et j'arrive dans le bureau de ce gars-là, qui me dit, j'ai lu votre livre, que j'ai trouvé passionnant, enfin, je veux dire, en tant que livre de vulgarisation, quoi, voilà.
Et moi, j'ai commencé à me défendre. Il m'a dit, mais pas du tout, ne vous défendez pas, vous n'êtes pas du tout attaqué, vos travaux ne sont pas du tout contestés. Simplement, j'ai été assailli de coups de téléphone de directeurs d'observatoires et d'instituts disant, mettez-le dans un hôpital psychiatrique, il est fou, quoi. Mais ça me l'a. Alors, on parle de tout ça. Moi, je lui dis que... Ah, il me dit, effectivement, votre livre évoque une source d'information assez exotique, mais ma foi, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Oui, moi, je ne mets pas en cause le CNRS. Et là, il a eu cette phrase à la fin que je cite, parce qu'elle est très importante. Il m'a dit, en conclusion, vous êtes un chercheur non standard. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un chercheur standard? C'est un fonctionnaire. Un chercheur qui n'est pas standard, un chercheur standard, c'est pas un chercheur. Il faut être en dehors des clous. Voilà, enfin je veux dire pour les grandes choses importantes. Sinon, vous êtes en train de mesurer la résistivité du caramel, des choses comme ça. Vous faites vraiment de la science appliquée. Mais la science fondamentale, il faut forcément que ce soit maximum d'ouverture. Mais tu es plus qu'un chercheur non standard, tu es un libre penseur. C'est-à-dire, ce qui caractérise ton exploration tout azimut, c'est essayer d'être rigoureux sur des sujets qui peuvent être abordés de façon non rigoureuse. Tu mets une rigueur dans tout un tas de sujets, parce que l'ufologie, c'est la porte ouverte à plein de spéculations. Alors, je voudrais revenir sur le discours de Poutine. Une petite anecdote. À une époque, tu as dû connaître, il y avait une collection qu'on appelait la collection Mir, où il y avait les Landolfisch, etc. Bien sûr. Et il y en a un qui est très intéressant sur justement tout ce qui est mécanique des fluides. Alors j'avais vu, il y a que les Russes qui ont fait cette étude, c'est que le dauphin, quand il est confronté à un requin, il l'emporte. Alors on se demande pourquoi. Parce que la peau le profil aérodynamique du dauphin, sa peau, et il exulte un polymère à longue chaîne qui limite la zone de turbulence. Et il a la possibilité de passer d'une vitesse 0 à une vitesse de pointe. Et le requin ne peut pas faire ça parce qu'il ne peut pas limiter sa turbulence. Quand il émet ce polymère, il limite d'un tiers la turbulence. Donc il a une force incroyable, peut passer de vitesse nulle à vitesse de pointe, et il frappe là où se trouve le point faible du requin, le foie. Il lui éclate le foie. Les ouïes aussi, pour faire une hémorragie. Voilà. Justement, il a une arme, c'est son rostre. Exactement, mais il faut qu'il ait une vitesse, parce qu'ils vont s'affronter. Et c'est assez amusant de voir que il n'y a que les Russes qui ont fait ces études. Donc ils étaient déjà aiguillés sur les sentiers de la MHD, c'est-à-dire au-delà de la MHD, c'est-à-dire comment réorienter un milieu pour augmenter la vitesse de déplacement, ce qui est l'objectif numéro 1 des armes militaires, parce qu'on sait très bien qu'il y a la puissance et la vitesse. Mmh. Alors d'après toi, Alain Perfit avait écrit un ouvrage qui s'appelait « Le mal français ». C'est quoi le mal français de la recherche ? Disons, en politique, on dirait que le mal français, c'est l'ENA, l'École nationale d'administration. Tu sais, quand on met le mot devant un miroir, ça fait Anne. Voilà. Enfin, c'est déjà l'ENA. Disons que en matière de sciences et de techniques, l'ENA, c'est polytechnique, c'est tout. Je crois que c'est Poincaré qui avait dit, si vous voulez effondrer l'Allemagne, créez-y une école polytechnique. Et l'école polytechnique a créé des tas de gens très brillants, dont Poincaré lui-même d'ailleurs. Des types absolument formidables, mais c'est une école qui engendre des gestionnaires. Des fonctionnaires. Des fonctionnaires, gestionnaires, qui sont là non pas pour créer, mais pour diriger des chercheurs. Et on s'imagine à ce moment-là que la recherche est comme une sorte d'entreprise. Il y a une chose extraordinaire, je me rappelle, à une époque, on a changé le directeur général du CNRS et on a mis à sa place un nommé Feneuil, qui était un type qui venait des Ciments Lafarge. Et simplement, le principe, c'était, le CNRS, c'est une entreprise comme une autre, c'est mal géré, on va prendre un gestionnaire du ciment, et Feneuil a géré le CNRS comme il aurait géré une production de ciment. Voilà, c'est ça. Et les chercheurs étaient complètement effondrés quand ils faisaient des visites de laboratoire. Bon, voilà. Mais je veux dire que je crois que la dimension qui est fortement combattue en France, c'est l'idée justement que la recherche c'est quelque chose de non standard. Il n'y a aucune porte ouverte vers quelque chose de non conventionnel. Dès que c'est non conventionnel, on bloque. Une petite anecdote, Pierre-Gilles de Gennes, prix Nobel de physique, avait créé
à une époque à Orsay un DEA de physique du solide et il recevait les candidats pour savoir s'ils les inscrivaient ou pas. Et un jour, il reçoit un polytechnicien et il lui pose quelque chose de très simple, un déplacement d'électrons dans un matériau, calculer les collisions, enfin, ce qu'aurait pu faire quelqu'un qui était en deuil, quoi. Et le gars se concentre, devient tout blanc, et à un moment donné, dans un cri de désespoir, il hurle, je vois pas la matrice qu'il faut diagonaliser. Donc, je crois que, effectivement, à la base, les ingénieurs de mine servaient l'industrie. Voilà, ils étaient au service d'une gestion ou eux-mêmes gestionnaires. Et la recherche, c'est pas ça, quoi. C'est autre chose. Mais même dans la technique, on a tout loupé. En France, on a loupé la micro-informatique. On avait tous les cerveaux nécessaires pour tout ça. Pour Internet, on a tout loupé. Nous sommes des vassaux On avait le Minitel. On avait le Minitel. Moi, je pense à une chose, à une époque. Vous savez, il y avait les cristaux liquides. Hein. Et alors, les cristaux liquides, très vite, il est apparu une idée qu'il y avait des cristaux liquides par transmission. C'est-à-dire des choses qui pouvaient devenir opaques. Et à l'époque, moi, j'avais fait un logiciel d'ordinateur qui tournait sur Apple II. Et sur l'écran, je pouvais présenter des images en relief. Alors, comment faire des images en relief? Eh bien, le relief, c'est parce qu'on n'a pas la même image sur l'œil droit et l'œil gauche. Donc, il y avait un casque de moto avec un moteur électrique, et devant, on avait des disques qui tournaient, qui occultaient alternativement l'œil droit et l'œil gauche. Il y avait un petit signal avec un fil qui transportait du 5 volts, et l'Apple II pouvait commuter ses pages écran de 8K en un temps extrêmement bref. Donc, à ce moment-là, on fabriquait une image œil droit et une image œil gauche, et quand on regardait, on avait appelé ça la stéréocyclette, parce que ça faisait un bruit infernal, comme ça, mais on voyait en relief. Bon, alors je me rappelle à l'époque, je suis allé dans ce qui allait devenir plus tard le musée de la Villette. J'ai essayé d'évoquer ça. Ça n'a absolument pas fait d'effet. Alors, mais oui, avec la micro-informatique, par exemple, moi j'ai eu un passé de plongeur sous-marin. J'ai fait beaucoup de plongées sous-marines sur les amphores et compagnie, etc. Bon, alors quand on fait de la plongée profonde, on a des paliers de décompression. Alors sur les paliers de décompression, on s'aperçoit qu'on a 2, 3, 4 tissus directeurs avec des constantes de temps. Vous savez, les paliers de décompression, c'est comme quand vous prenez une bouteille de champagne, si vous ouvrez ça très doucement, il n'y a pas de bulle. Les bulles, c'est ce qui apparaît quand le flux de gaz est trop important, que la surface ne peut plus dégazer suffisamment. Bon, là, c'est pareil. Donc, on a toutes les constantes en question. On peut calculer sa décompression. Alors, effectivement, de manière standard, on a des paliers à 9 mètres, à 6 mètres, à 3 mètres, mais on pourrait aussi faire une décompression en continu. Et à ce moment-là, j'avais simulé ça sur ordinateur, et je me rappelle, j'avais des industriels qui étaient venus, j'avais dit, voyez, regardez, j'ai un truc comme ça, bon, je descends à telle profondeur, je reste tant de temps, bon, on divise le temps par 10 pour que ça ne dure pas une demi-heure, puis alors après, je vais essayer de remonter, et au lieu de remonter par palier, je remonte en continu, mais de telle façon que mon taux de décompression soit constant, qu'à chaque fois, j'ai pas de bulle. Et à ce moment-là, on gagnerait beaucoup de temps sur la décompression. Et j'ai dit, bon, tout ça, on pourrait mettre ça dans un processeur, avec un capteur de pression, ce serait gros comme une montre. Bon, disons que c'était l'ordinateur de plongée. Maintenant, vous avez des gens qui ont des ordinateurs de plongée sur le bras, ils sont gros comme ça, alors que l'élément vraiment utile, c'est une puce qui fait 5 mm sur 5. Bon, mais quand j'ai parlé de ça aux industriels français, ils n'ont rien compris. Il y en a un qui m'a dit, est-ce que vous pourriez pas mettre l'Apple II dans un caisson étanche pour plonger avec? Bon, alors là, vraiment, notre pays n'est pas équipé pour encaisser l'innovation. Et là, vous vous rendez compte du marché qu'il y avait derrière tout ça? On voit bien, on a eu une grosse équipe sur les polymères. Les cristaux liquides, mais on n'en a pas tiré grand-chose. Les cristaux liquides, c'est Elfrich qui a eu l'idée de mettre au point les montres à cristaux liquides, qui était un marché énorme. Donc, les Américains avaient... Enfin, en France, on est spécialisé dans le RANA, la recherche applicable non appliquée. Et les Américains avaient une formule, ils disaient « continuez à trouver, nous on s'occupera de mettre en application ». Il y a ce que rappelait un chercheur lui aussi atypique, Jacques Medvedis, il parlait de la recherche fondamentale avec un grand F et la recherche appliquée qui est méprisée. Mais la recherche appliquée, elle est essentielle et elle doit être guidée avec un équilibre de complémentarité avec la recherche fondamentale. Alors, au niveau, donc, on pourrait dire que Poutine ne ment pas, que
les propulsions hypersoniques sont possibles à l'aide de la MHD. Bon. Maintenant, il y a une autre chose que je voudrais évoquer avec toi, c'est le projet de la fusion chaude. Quel est ton regard sur cette recherche qui mobilise beaucoup de chercheurs européens, beaucoup de moyens, et qui pour l'instant n'a pas été très performante? Ben, je sais que si on cherche sur Internet, on trouvera une dizaine de vidéos que j'ai faites sur le projet ITER, sur la fusion. Et ces vidéos, j'ai fait ça il y a 10 ans. Et il n'y a pas un mot de faux. Tout se vaut. Alors, ça nous amène à la critique de ce projet ITER. Jean-Pierre, juste pour que ça soit clair pour les auditeurs, le Soleil, lui, il fait le contraire de la fission nucléaire. Il amène les noyaux d'hydrogène. Donc un atome, c'est comme un mini-système solaire, même si cette image est fausse. On a au centre un soleil intra-atomique, qui est le noyau nucléaire, et puis des électrons qui seraient l'équivalent d'une même planète. Donc un soleil, c'est à peu près 98% d'hydrogène et 2% d'hélium. Et au centre du soleil, il y a une température de l'ordre de 15 millions de degrés. Et donc ça amène les atomes d'hydrogène qui à une telle température ont perdu leurs électrons à fusionner. Et chaque seconde, on a à peu près 600 millions de tonnes d'atomes d'hydrogène qui se transforment en 595 millions de tonnes d'hélium. Les 5 millions qui ne sont pas transformés en hélium donnent de la lumière. Et donc, c'est ce qu'on appelle la fusion nucléaire. Alors, le projet ITER, c'est censé être l'énergie du soleil dans une éprouvette. Il y a toute une communication là-dessus qui est très, très riche. Et la fusion, en ce moment-là, la fusion hydrogène léger, hydrogène lourd, deutérium, tritium. Et on concentre tout ça en disant qu'il n'y a que ça qui puisse produire la fusion. Or, au début des années 2000, sort tout d'un coup un article dans Physical Review Day qui titrait « Over 2 billion degrees », ça veut dire plus de 2 milliards de degrés. Or, il y a une chose, c'est qu'il y a une fusion très intéressante, qui est la fusion bore-hydrogène, le bore étant le bore tout bête, avec 11 nucléons, et l'hydrogène, c'est l'hydrogène léger. Donc 11 et 1, 12, ça fait 12, et 12, c'est 3 fois 4, c'est 3 héliums. Donc autrement dit, c'est une fusion qui ne crée pas de neutrons. Alors que la fusion deutérium-tritium, c'est 2 et 3, ça fait 5, et 5, ça fait 4 plus 1, ça fait un atome d'hélium et un neutron. Et c'est la production de neutrons qui crée les problèmes les plus considérables d'activation de structures, de pollution, de choses comme ça. Donc déjà, j'allais dire, le carburant est mal choisi. Le carburant est mal choisi. C'est un peu comme si on avait décidé de se chauffer avec un truc qui produise de la strychnine, un poison épouvantable. Imaginez que nos cheminées communiquent avec des réservoirs dans lesquels on serait obligé de stocker toutes les fumées parce qu'elles intoxiqueraient tout le monde. C'est ça le nucléaire, c'est terriblement toxique. Alors qu'un générateur à fusion bore-hydrogène, il produirait un déchet qui serait de l'hélium, avec lesquels on pourrait gonfler les ballons. Et là, il faut dire une chose, c'est qu'on pourrait dire, mais si tout d'un coup on se mettait à produire de l'hélium en quantité considérable, évidemment on pourrait gonfler des ballons, mais est-ce que ça ne pourrait pas endommager l'environnement? Ben non, parce que l'hélium c'est léger, ça monte en altitude c'est chauffé par le soleil, et on ne peut pas polluer une planète avec de l'hélium, parce que la planète s'en débarrasse immédiatement. La vitesse d'agitation des atomes donc d'hélium... ça produit des déchets gérables, biodégradables, si je puis dire, naturellement. Ils sont dégradés, ils s'évacuent tout seuls, quoi, voilà. Alors, cet article-là avait été écrit par un de mes amis qui s'appelait Malcolm Heinz, que j'avais connu quand j'étais jeune chercheur. On avait beaucoup sympathisé. Et j'ai pris contact avec lui, j'ai pris contact déjà avec un certain nombre de personnes, et surtout j'ai compris aussitôt de quoi il retournait. Comment est-ce qu'on fait tout d'un coup pour obtenir 2 milliards de degrés? Alors que dans un tokamak, et dans un truc comme ITER, ce qu'on visera, c'est 100, 150 millions de degrés maximum. Et si on disait aux gens, est-ce que vous ne pourriez pas viser 2 milliards, tout le monde lève les yeux, c'est pas possible. Voilà. Alors il faudrait peut-être rappeler, les tokamaks, c'est des technologies inventées par les Russes. D'ailleurs, Andrei Sakharov avait travaillé là-dessus. Donc c'est le même projet. On a un gaz ionisé du fait de la température. On a des champs magnétiques qui vont confiner et se posent plusieurs problèmes. Un, c'est quel carburant utiliser. Là, tu as déjà fait ta critique. Deuxièmement, il faut des matériaux qui résistent à des telles températures. Et puis, il y a la taille aussi. Alors, il y a aussi une chose auquel personne ne pense.
c'est lorsqu'on a les dessins d'ITER, on a ITER et puis on a Demo. Et Demo, il y a des trucs qui envoient le courant électrique vers le secteur, quoi. Et ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que dans ITER et dans ces machines qui s'appellent les tokamaks, on a besoin d'un champ magnétique variable. On a besoin d'un champ qui monte comme ça. Alors il monte très lentement. Et ce champ, par exemple, sur ITER, il fait 7 Tesla. Mais quand il atteint 7 Tesla, c'est fini. On arrête la machine. Donc, alors, est-ce qu'on a plusieurs tokamaks les uns à côté des autres? Et quand on a fini, parce qu'on peut effectivement mettre un quart d'heure, 20 minutes pour monter à cette Tesla. Mais une fois que c'est monté et qu'on atteint le plafond, c'est terminé. Voilà. Alors il faut un autre tokamak. Mais c'est quelque chose de fou. Et je crois que qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, il y a Reagan et Gorbatchev qui se sont rencontrés. Et puis la question a été, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un projet nucléaire à application civile? Alors, l'idée a été de la fusion. Ah, on a demandé aux chercheurs, est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire de l'électricité avec ça, et que ce ne soit pas un projet militaire? Oui, oui. Bon, alors, on les a inondés d'argent, quoi. Et à partir du moment où il y a de l'argent, tout le reste a suivi. Or, ce projet ITER, il est condamné d'avance, il ne fonctionnera pas. Alors maintenant, quand on prend ces 2 milliards de degrés, comment est-ce que c'est obtenu? C'est obtenu avec un compresseur MHD. Alors comment ça marche? Peu importe le détail, mais il y a une chose, c'est que nous avons tous des voitures qui fonctionnent avec la combustion d'un carburant, que ce soit du gazole ou que ce soit de l'essence, et il y a une compression. Et au bout de cette compression, ça brûle, mais lorsque le cylindre arrive à sa compression maximum, on a 1000 degrés dans le cylindre pendant 1/1000 de seconde. Donc votre voiture n'est pas une machine à vapeur. Donc si vous voulez résumer ça avec une phrase, ITER, c'est la machine à vapeur du 21e siècle. ITER, c'est comme si on avait voulu faire... Imaginez qu'on veuille faire un avion à vapeur. À ce moment-là, on fera un truc de la taille d'un Boeing 747 qui pourra emporter une personne pour traverser la Manche, par exemple. C'est à peu près ça, quoi. Parce que la vapeur, c'est très mal commun. Regardez l'avion d'Oder. C'était un avion à vapeur. Bon, heureusement, on a inventé le moteur à combustion interne. C'était nettement plus commode. Mais il faut savoir une chose, c'est que je crois que... Un des bons hommes qui a été à l'initiative des moteurs à combustion interne, c'est un Belge qui s'appelle Lenoir. Je ne sais pas si tu connais ça. Et justement, c'est l'idée qu'on peut prendre... le carburant était à ce moment-là du gaz de houille. Bon, et à ce moment-là, en le comprimant, je ne sais pas s'il avait un système pour allumer ou peu importe, mais c'était une combustion impulsionnelle et ça faisait marcher un piston et ce piston entraînait un volant. Et puis après, on évacuait les gaz brûlés avec un pot d'échappement. Alors j'imagine des gens qui lui diraient, mais attendez, je comprends pas, la cheminée de votre machine, elle est horizontale, elle n'est pas verticale. Oui, oui, c'est pas du tout, c'est un pot d'échappement, quoi. Et voilà un type qui n'a pas eu de succès en Belgique, il est venu s'installer en France, qui était le pays de l'innovation, où il a crevé de faim et tout ça. Je veux dire, voilà un innovateur qui a fini dans la misère, comme beaucoup. Voilà. Et ça, c'était... Alors là, l'innovation, c'est la fusion. Et à l'époque, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Christian Nazet, qui était un ingénieur militaire à la retraite, qui avait beaucoup travaillé à Mururoa, et il était convaincu par tout ça. Et on a mené une sorte de croisade pour essayer d'intéresser les gens à cette fusion. Et c'était avant que le premier coup de pioche d'ITER soit donné. Donc l'idée, c'était... on va dépenser des milliards pour un truc qui ne marchera pas, alors que voilà un truc qui coûtera 100 fois moins cher. Mais 100 fois, c'est peut-être 500 fois moins cher. C'est quoi une Z-machine? C'est un truc qui fait 20-30 mètres de diamètre, ça tiendrait dans mon jardin. Et puis autour de ça, vous mettez une dizaine de chercheurs et des techniciens, bon, avec 200 personnes, c'est formidable. Il n'y a pas besoin d'être 10 000 pour faire marcher un truc comme ça. Et alors aussi, il y a une chose qui est intéressante, c'est que quand vous avez une Z-machine, finalement, la partie centrale, elle est grande comme ce verre. Donc, tout d'un coup, si vous dites, si on changeait la configuration, si on changeait ceci, si on changeait cela, on peut changer. C'est très souple. C'est très souple. Et puis, on a des condensateurs qui fournissent une décharge d'électricité. Cette décharge, elle aboutit à des courants de millions d'ampères. Et ça, on peut augmenter le banc et passer de 4 millions d'ampères à 20, à 50 et tout ça. Et alors, il y a une chose extraordinaire, c'est que la température qu'on peut obtenir varie comme le carré du champ de l'intensité électrique.
Et alors le truc, il dit, mais qu'est-ce que vous faites de la turbulence? Ben, vous savez que l'obstacle d'ITER, c'est la turbulence. Dis donc, qu'est-ce que c'est qu'ITER? Imaginez une casserole d'eau, vous la mettez sur une plaque chauffante. Mais vous voulez pas qu'il y ait de turbulence. Donc vous allez créer des systèmes absolument inimaginables pour contrôler la température, pour éviter que la chaleur, et là, pour ITER, la chaleur, eh bien, elle va pas monter à la verticale, elle va aller du centre au bord. C'est-à-dire que vous avez à ce moment-là une chambre qui a une forme de tore, et puis cette température très forte, elle est au centre, et à ce moment-là, elle a qu'une envie, c'est de foutre le camp. C'est le problème dissipatif. Donc on essaye de lutter contre la dissipation. Donc autrement dit, on lutte contre la turbulence. C'est comme. Et alors, dans la machine, la Z-machine, ce qui est extraordinaire, c'est qu'au contraire, plus c'est turbulent, mieux ça marche. Par exemple, dans votre voiture à essence ou à gasoil, s'il n'y avait pas de turbulence, la combustion ne serait pas assez rapide, ça ne fonctionnerait pas. Vous vous rendez compte? Donc, autrement dit, plus la combustion sera turbulente dans votre cylindre, meilleur sera le rendement. Oui, on transforme un défaut en atout, quoi, finalement. Ben, c'est le malheur des uns fait le bonheur des autres, quoi. Voilà. Et alors, donc, bon, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails techniques. Non, mais pour en résumer, comment tu pourrais définir très simplement la Z-machine? La Z-machine, eh bien, elle est née en 1976 chez un type qui s'appelle Gerald Jonas aux États-Unis, et moi je suis allé la voir en 76. Et à l'époque, l'idée c'était d'essayer de faire de la fusion par fission d'électrons. Donc la Z-machine, c'est une machine capable de produire des impulsions électriques très intenses pendant un temps très court. Et c'est ça le point important. Alors, le fait que ça soit très court. Très court. Le fait que ce soit très court. Alors, le fait que ce soit très court, quand on prend un condensateur, eh bien, c'est assez facile d'avoir une décharge pendant un millième de seconde. Hein? Le condensateur, il a un certain temps de décharge. Mais si on veut descendre en dessous, si on veut arriver au dixième de milliseconde, alors c'est très compliqué. Et la Z-machine, quand on voit des photos, c'est une piscine. À chaque fois, on voit il y a de l'eau. Pourquoi? Parce qu'on utilise l'eau comme condensateur. On charge l'eau, et l'eau se décharge à ce moment-là en 100 nanosecondes. C'est beaucoup plus rapide. On peut peut-être rappeler pour nos auditeurs, un condensateur, il peut avoir différentes formes, mais un des plus simples, c'est une plaque positive, une plaque négative. Voilà. Donc, il y a une différence de potentiel entre les deux, et donc il va y avoir une décharge. Quand on peut charger un condensateur, c'est-à-dire faire en sorte qu'on augmente la charge positive de la plaque supérieure, et par contraste, la différence avec la plaque inférieure va donner une différence de potentiel, et puis ça va se décharger. Et donc le principe de la Z-machine, c'est d'utiliser l'eau peut être un condensateur, voilà, et de charger et entraîner une décharge sur un temps très court. Voilà. Et il y a des températures élevées. Alors le truc, pourquoi est-ce qu'il faut un temps très court? Je crois, même si les auditeurs ne sont pas des scientifiques, ils vont quand même comprendre ce genre de choses. Il y a une chose, par exemple, c'est que les ingénieurs, les étudiants savent la chose suivante, c'est que lorsqu'on fait passer un courant électrique dans un fil de cuivre, lorsqu'on fait passer à très haute fréquence, il y a ce qu'on appelle un effet de Pau. C'est-à-dire que le courant ne passe pas dans le fil, mais à la périphérie. Exact. Donc il y a une profondeur de pénétration. Si vous représentez la section du fil comme ça, eh bien, à une certaine fréquence, le courant circule seulement à la surface. Et faire circuler un courant à très haute fréquence, c'est aussi envoyer une impulsion de courant pendant un temps très court. Pendant un temps très court, cette impulsion de courant va circuler à la périphérie. Alors l'idée est venue finalement d'un Russe qui s'appelait Smirnov. Par exemple, j'ai pas ici sous la main ces cylindres en carton qu'on a dans les rouleaux de papier cabinet. Vous prenez un cylindre en carton comme ça, et tout d'un coup vous le comprimez dans la main, vous allez trouver quelque chose d'assez horrible. Eh bien, les premiers compresseurs MHD, c'était ça, on avait un cylindre comme ça, et on faisait passer du courant selon les génératrices, et normalement le cylindre doit imploser vers l'axe. Mais c'est complètement instable et ça marche pas. Alors Smirnov a dit, on va peut-être faire la chose suivante, au lieu de prendre un cylindre, on va mettre des fils. Alors on va mettre 240 fils en inox, qui font la taille d'un cheveu. Alors l'idée c'était peut-être que ça empêchera un peu le courant de passer latéralement. Ça a vachement mieux marché, et c'est là qu'il est extraordinaire. C'est les grandes découvertes scientifiques sont l'effet du hasard. C'est-à-dire le fait que la machine américaine avait un temps très court, qui n'était pas du tout conçu pour ça, a fait qu'on ait eu une implosion considérable. Donc cette machine, ce liner, passez-moi le verre qui est tout là-bas, par exemple, parce que c'était à peu près la géométrie de cet objet-là. Voilà. Hein? Disons que
ce système de compresseur MHD, au départ, il avait cette géométrie-là. Il était un peu moins haut, mais même diamètre. Bon, eh bien, imaginez qu'au lieu d'envoyer le courant dans ce cylindre, on l'envoie dans des fils. Ces fils se sont comprimés. Et alors, évidemment, il y avait des caméras ultra rapides qui permettaient de savoir le résultat. Et en regardant ça, on découvre que tout s'est rassemblé suivant un cylindre qui a exactement le diamètre d'une mine de crayon, 1,5 mm de diamètre. Et à ce moment-là, la température devait faire normalement des milliards de degrés. Jonas, qui était le patron, dit « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? Moi, je veux des mesures. » Et les mesures, c'est ce qu'on appelle l'élargissement de Ray. Donc on fait une espèce de mesure radioscopique pour mesurer cette température, et ça confirme, il y a bien des milliards de degrés, quoi. Alors là où c'est extraordinaire, c'est que les théoriciens se sont dit, bon, alors cette température, c'est lié au fait justement que les fils s'assemblent à une vitesse de 600 km par seconde, donc leur vitesse d'implosion est transformée en température, et en fait, il fallait que ce soit instable. Et c'est Malcolm Hines qui a montré ça. Donc ça, c'est une découverte phénoménale, et ça pouvait devenir une source d'énergie. Oui, alors, parce qu'on passe la barrière des 2 milliards de degrés. Alors à ce moment-là, on peut faire de la fusion bore-hydrogène. Mais alors à ce moment-là, il faut comprendre une chose, c'est que ça intéresse les militaires. Parce qu'une bombe à l'hydrure de bore, c'est la bombe verte. C'est une bombe qui détruit, mais il n'y a pas de radioactivité. C'est merveilleux. Si c'est une bombe verte, on va pouvoir l'utiliser. Puis là, en plus, il y a aussi une chose, c'est que vous savez que les bombes à hydrogène, à hydrure de lithium, eh bien, il faut une bomba pour les amorcer. Hein, et c'est la bomba qui limite la miniaturisation. On ne peut pas descendre à une puissance inférieure à quelques centaines de tonnes de TNT. Alors que la bombe à hydrure de bore, eh bien, on peut la miniaturiser parce que c'est un compresseur MHD. Alors, moi, je dis la chose suivante, j'ai même écrit des trucs dans mon site internet. Un jour, on arrivera à des balles de la taille dans lequel il y aura un compresseur miniaturisé et un truc à bord hydrogène. Donc quand vous voyez Schwarzenegger qui tire avec un revolver sur un autobus et il est vaporisé, on saura faire ça dans X dizaines d'années. Alors, bon, les militaires étaient au courant de tout ça, ce qui fait que lorsqu'on a démarché avec NASA, la réponse est venue, faites-nous des bombes d'abord, après on verra. Sans blague. Voilà, je ne peux pas dire autre chose. Je pourrais rajouter, c'est que pour arriver à la fusion bore-hydrogène, il faut une certaine température. On était très au-delà. Ben, bien sûr. Et c'est possible avec la Z-machine, mais ce n'est pas possible avec le... En 2006 ou quelque chose comme ça, on était à 2 milliards de degrés. Je me rappelle quand on s'est rencontré avec Heinz quelques mois avant sa mort dans un colloque, on était entièrement d'accord sur le fait que les températures devaient déjà atteindre les 8-10 milliards de degrés. Il n'y a pas de limite en température. Ça, c'est troublant, c'est une caractéristique de notre monde. Il y a une limite du froid, on ne peut pas aller plus bas que moins 273 degrés Celsius. Voilà, mais c'est normal, je veux dire que on a mis le doigt sur quelque chose de nouveau, quoi. Et même en recherche fondamentale, il devrait y avoir un institut de ces très hautes températures. Ouais. De même qu'il y avait l'institut des hautes températures à Moscou. Alors, tu me fais réfléchir sur un point. Tu vois, quand on dit que Enrico Fermi était un des derniers expérimentateurs théoriciens. Et donc, toi, ce qui est intéressant dans ton parcours, tu as d'abord été expérimentateur. Ah oui, absolument. Et puis par la suite, tu es devenu théoricien. Mais le fait d'avoir ce double parcours te fait raisonner à la fois en tant qu'expérimentateur, ingénieur et théoricien. Et il faut que les deux soient réunis dans une même personne. Et on voit l'échec de ces grandes équipes où il y a d'un côté les théoriciens, d'un côté les expérimentateurs, ils n'arrivent pas à trouver une unité. Mais pourquoi je suis devenu théoricien? C'est parce que je me suis dit, la seule chose qu'on peut faire en France, c'est mettre de l'encre sur du papier. Sans blague. Hein, la MHD, c'est foutu. Le calculateur de plongée, c'est pas la peine. La vision 3D, c'est pas la peine. Vous savez, si on faisait la liste de toutes les inventions que j'ai faites, que j'ai jetées immédiatement dans ma corbeille en disant ça va me faire que les emmerdements. C'est pas possible. Inventer quelque chose en France, c'est un parcours inextricable. On dirait même que c'est presque une faute d'inventer quelque chose parce qu'on vient déranger un système. En fin de compte, on pourrait conclure là-dessus.
Arthur C. Clarke, qui est un auteur de science-fiction, avait établi les 3 lois qu'il avait appelées pompeusement les lois du futur. Arthur C. Clarke. Première loi, lorsqu'un scientifique au temple argenté vous dit qu'une chose est possible, il a souvent raison. Quand le même scientifique vous dit qu'une chose n'est pas possible, il a souvent tort. Deuxième loi, pour explorer l'avenir, il faut oser quitter le périmètre du connu. Et la troisième loi, une technologie suffisamment avancée ne peut pas se distinguer de la magie. Donc le problème, c'est que quand on a de l'avance dans les idées, ce qu'on propose, ça paraît de la science-fiction, c'est pas possible, voilà. Et Arthur Schopenhauer disait que le destin d'une idée, c'est d'abord d'être ridiculisée dans une première étape, dans une deuxième étape, elle est combattue, enfin dans la troisième étape, elle paraît évidente pour tout le monde, et celui qui a fait les frais d'être combattu parce qu'il avait une idée innovante, il passe souvent à la trappe de l'oubli. Moi, je voudrais citer un personnage qui s'appelle Bernard Toinel, qui était journaliste aéronautique, et je me rappelle un jour, j'avais eu une interview où il était présent, et à propos de ces armes du futur et de la MHD, il avait qualifié mon discours de délire technologique. C'est pas mal. D'ailleurs, ce délire technologique, il y a un fragment d'un enregistrement téléphonique que j'ai fait, puisque j'ai eu un appel téléphonique il y a 1 an, et d'un personnage. Plutôt, il a commencé par m'écrire en disant, voilà, vous êtes fou, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, comme il proposait de me téléphoner, déjà son mail était assez riche, j'ai dit OK. Puis alors après, j'ai fait une chose que j'ai jamais faite. Pour enregistrer au téléphone, j'ai pris mon portable, j'ai mis le haut-parleur, j'ai mis le portable de ma femme à côté. On a réussi à enregistrer de manière très artisanale ce coup de fil. Et à la fin, j'ai gardé ce truc-là. Je me suis dit, bon, légalement, je peux pas faire état de cet enregistrement. Alors j'ai demandé à un ami de modifier la voix pour que ce soit pas reconnaissable, et je l'ai diffusé sur le net. Alors effectivement, les gens peuvent aller chercher cet enregistrement. Le discours est complètement surréaliste. Il me parle de John Nash. John Nash est un mathématicien américain, prix Nobel d'économie. Prix Nobel d'économie, qui justement a souffert de schizophrénie. Et Nash avait des hallucinations, il était persuadé qu'il y avait des gens qui lui parlaient, qui lui donnaient ceci, cela. Et le type m'explique, pour vous c'est pareil, quoi. Vous avez des hallucinations, toute votre vision, vous faites du délire logique. Alors je dis oui, mais il y a une chose, c'est que dans ce délire logique, j'arrive quand même à faire des travaux construits, qui se publient. Ah oui, ça n'a rien à voir. On peut très bien être complètement fou et faire des trucs qui tiennent debout. Alors je dis, attendez, c'est compliqué, parce que j'ai fait des travaux qui tiennent debout, j'ai une vie relativement équilibrée, j'ai une vie de couple, j'ai une femme charmante, etc. Bon, donc je ressemble à un mec normal, quoi. Mais justement, c'est là que c'est très fort, c'est que je suis tellement malade que j'arrive à passer pour un type normal. Franchement, voilà. Mais récemment, je suis tombé sur une vidéo de Jean-Pierre Adam, le type qui vitupère toutes les fausses théories de l'égyptologie, et il parle de moi comme d'un fou furieux. Voilà. C'est pas mal. Mais alors qu'il a écrit un livre où il résolvait tous les problèmes de l'archéologie, en particulier le fait de remorquer ces pierres gigantesques de Baalbek, qui font des centaines de tonnes, et il utilise des palans. Bon, on n'a pas de trace d'usage de Palan. Ah non, bon, c'est une hypothèse. Mais peut-être que ça existait. Et finalement, moi, quand j'ai fait une conférence au Palais de la Découverte, et que j'ai expliqué ça, d'ailleurs, on peut trouver ça dans mes bandes dessinées, c'est le secret d'Imhotep. Donc il y a tout ça, c'est expliqué. Mais je me rappelle ce que m'a dit Jean-Pierre Madan dans cette algarade. Vous utilisez des applications modernes du levier. C'est-à-dire que, par exemple, le casse-noix ne pouvait pas être utilisé par les Égyptiens, puisque tout le monde sait qu'il n'a été inventé qu'au XVIIe. Il n'y a pas de casse-noix avant. C'est extraordinaire, quoi. Les applications modernes du levier, c'est hallucinant, voilà. Ben oui, on pourrait résumer chercheur non standard, fou, chercheur hors piste, voilà, délire créatif, mais fou. Mais il y a une chose, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un visionnaire? Mais c'est simplement quelqu'un qui arrive à voir ce qui se fait à l'instant. Moi, quand je vois le travail de Malcolm Hines et ses 2 milliards de degrés, je suis un visionnaire parce que je me dis, ça y est, on a mis le doigt sur quelque chose d'extraordinaire. Mais parce que tu touches, tu as cette capacité de, je dirais, tutoyer la nature, c'est-à-dire tu as tellement une proximité avec le phénomène physique
que tu arrives à voir ce que ça deviendra dans le futur. Parce que ça, c'est quand même extraordinaire, une température pareille. Je me rappelle quand j'étais... Il y a une chose, c'est qu'en 76, la revue Science et Vie m'a payé un périple aux États-Unis pour le bicentenaire de la Révolution américaine. Donc, on m'a dit, allez aux États-Unis, visitez qui vous voudrez. Alors, j'ai visité la Z-Machine de Sandia, j'ai visité les lasers de Livermore, enfin, voilà. Et je suis arrivé face à des choses inimaginables. Par exemple, j'étais le premier Français à voir les lasers d'1 terawatt. Alors là, il y a une petite anecdote à voir qui est assez rigolote. Dans les années 60, j'ai été à l'Institut de mécanique des fluides de Marseille. Et cet institut, à l'époque, était dirigé par une espèce de négrier. Et en fait, les gens qui travaillaient là-dedans, c'était avant mai 68, c'était un affreux mandarin. Nous étions tous des esclaves, quoi. Et un jour, arrive un Américain qui avait un nom suédois, je ne me rappelle plus son nom. Et ce type-là s'était aperçu que pour faire des très fortes puissances pour les lasers, il fallait utiliser du verre au néodyme. Le néodyme, c'est une terre rare, et c'est avec ça qu'on fabrique les cendriers roses. Quand vous avez des verres roses, c'est que c'est teinté au néodyme. Et à ce moment-là, il avait fait des calculs, et le néodyme avait une capacité de fonctionner comme un laser, avec un temps de décharge extrêmement bref. On retombe sur le même problème. Donc, autrement dit, pour faire de très fortes puissances, c'est pas la peine de prendre des énergies énormes, il faut prendre des temps de décharge très faibles. Voilà, il avait compris ça, il avait peut-être fait des débuts d'expérience, et il rencontre aux États-Unis mon directeur, qui lui dit « Mais pourquoi ne venez-vous pas faire ça en France? Nous sommes une famille, etc. etc. » Et il se dit « Bon, si je fais ça aux États-Unis, je vais me faire piquer tout ce que j'ai fait, je vais aller en France. » Et quand il arrive en France, je lui dis « Mon pauvre ami, vous êtes dans un panier de crabes qui est pire que celui des États-Unis. » Donc je l'ai prévenu. Alors ce qui est assez rigolo, c'est qu'il a passé 2 ans à Marseille, et il a fait une fausse recherche avec laquelle il a attiré l'attention. Il était venu avec des blocs de verre au néodyme, carrément des cendriers, quoi, hein, avec lesquels il a fabriqué ses études. Et à côté de ça, il a fait des petits lasers hélium-néon à gaz qui n'avaient aucun intérêt. Et quand il est parti, il a publié ses travaux, donc il a pu avoir une place importante dans ses premiers lasers. Et mon patron, je me rappelle, il criait dans les couloirs, ce Smirnov, je sais plus comment il s'appelait, c'est un bandit. Bah oui, il avait publié tout ça. Et pendant 2 ans, il a utilisé l'argent du laboratoire pour faire une recherche parallèle sans mettre l'autre au courant. Donc quand j'arrive aux États-Unis, le type me rencontre et me dit « Écoute, je vais te rendre l'appareil, tu m'as vraiment sauvé la mise à l'époque, je te donne carte blanche pour visiter le labo. » Et j'ai pu visiter, j'étais le seul non-américain à mettre le nez dans ce laboratoire ultra secret. Et à ce moment-là, j'ai découvert une chose, c'est les lasers d'1 terawatt. Et qu'est-ce que c'est qu'un terawatt? C'est 1 million de watts, c'est tout. Hein, 1000 milliards de watts. 1 million de watts. Bon. Et donc, je suis parti de là avec des photos, avec de la documentation. J'avais été envoyé par Science et Vie, et je reviens, je fais un article. Il se trouve qu'à l'époque, j'ai un accident de travail qui m'envoie à l'hôpital, donc j'ai pas eu le temps de protester. Donc Science et Vie a pris mon article, l'a montré aux gens du CEA, qui a dit 1 million de mégawatts, ce type est fou. Sans blague. Voilà. Donc ça a été redonné à une scientifique qui s'appelait Françoise Arroy-Mounin, qui a réécrit mon article en parlant de laser de 10 mégawatts, mais pas d'1 terawatt. Mais c'est vrai, tout d'un coup, l'innovation, ça devient fou. Hein, et vous revenez des États-Unis en disant j'ai vu des lasers qui sortent 1 million de mégawatts, vite c'est la camisole de force. Par contre, on voit la réaction psychologique, c'est le gap entre ce qui est faisable au présent et ce qui est faisable dans le futur. Mais tout d'un coup, il y a un saut énorme, parce qu'à l'époque, on arrivait à faire des lasers de 10 mégawatts, mais pas plus. Tout d'un coup, on multiplie ça par 10 000, par 100 000. Alors, on va terminer simplement. Moi, j'avais à l'UNESCO, ce qui a été évident, c'est quand on prend des experts en chimie, en physique, en économie, on leur demande de décrire ce que sera demain. Il n'y a rien de probant qui sort. Les meilleurs prospectivistes, ce sont les artistes. Ouais. C'est ça qui est intéressant, c'est que ta dimension artistique a fait que tu t'auto-censures pas.
Ouais. Ben, non, parce que c'est pas un manque d'intelligence, c'est une autocensure. Quand on dit c'est pas possible, ça veut dire qu'on juge le futur à l'aune du présent. Parce que souvent, on parle des problèmes considérés comme impossibles. Je dirais, ne sachant pas que c'était impossible, il a résolu le problème. Voilà, Il a réalisé. voilà. Voilà. Bah, merci Jean-Pierre de nous avoir éclairé sur la MHD et ses deux applications militaires et voilà, c'est fou. fusion chaude.